Enfants de tôlards. 6 épisodes consacrés à ceux à qui on colle injustement cette étiquette, ceux qui grandissent avec un parent en prison. Mila, Adèle, Iman, Rania, Arbia, Géraldine et Maxime racontent le difficile maintien du lien parent-enfant. On est parti avec ma grand-mère, mais quand je l'ai vue, j'ai pleuré. C'était au Beaumet, au parloir. Au début, c'était compliqué, mais après, quand vous y allez longtemps, on s'habitue après. Je m'appelle Rania, j'ai 13 ans, j'ai 7 frères et sœurs. Ma mère a été incarcérée pendant 8 mois et mon père est incarcéré depuis 3 ans. C'est pas l'endroit où j'aime vraiment aller là-bas. Je n'aimais pas voir cet endroit. Sinon, j'aimais juste pour aller voir mes parents. J'aime pas. Parce que là-bas, il y a des gens qui ont fait n'importe quoi, qui ont fait des braquages, qui ont volé et qui ont, par exemple, fait des viols. Et c'est pour ça qu'ils sont en prison. Je m'appelle Adèle, j'ai 9 ans, je suis le frère de Rania. Là-bas, il n'y a rien à faire. C'est pas un endroit que nous, les enfants, on va faire quelque chose là-bas. C'est un endroit pour nous là-bas. C'est pour les voyous. Et l'essentiel, c'est de voir papa. Je m'appelle Iman et j'ai 10 ans. Je suis la sœur d'Adèle. J'aime y aller parce que je vais voir mon papa pour prendre de ses nouvelles. Et j'aime pas ne pas y aller parce que je vais voir mon papa. Mais donc à chaque fois qu'il faut y aller, j'y vais. J'aime pas cet endroit, mais j'y vais pour mon papa. Je rentre dans une prison, même si j'étais petite. C'est dangereux. Et tu sais, si tu vas en prison, c'est parce que tu vas voir quelqu'un qui a fait une bêtise. Et moi, je n'aimerais pas aller en prison. Par exemple, si c'est pour voir mon papa, j'aurais préféré le voir autre part. Je lui raconte mes notes d'école, je lui raconte ce que j'ai fait dans ma journée, je lui raconte ce que je fais à la maison. Je lui raconte tout ce que je fais. J'ai partagé beaucoup de choses avec mon papa, mais j'aurais préféré qu'il soit là pour que j'en partage plus. Là où ça a été très très difficile, c'est le lien. C'est le lien qu'il a avec ses enfants qui a été le plus mis à l'épreuve. Parce que c'est un papa qui il a amené ses enfants à l'école. C'était, on va dire, les papa poule. Donc, alors le jour où il était plus là, ça a été, donc il y a eu tout ça un peu à rééquilibrer. Moi, j'ai des souvenirs de mon frère avec ses filles. Elle était sur ses épaules. Il avait tout le temps peur pour elle. Quand elle faisait des crises d'asthme. J'en ai les frissons quand j'en parle. Je m'appelle Arbia. Je suis déjà intervenue dans le cadre d'accompagnement d'enfants dont les parents étaient incarcérés. Puis après, j'ai basculé en étant accompagnante de mon neveu et mes nièces en détention pour aller voir leur père, qui est mon frère. Il sera peut-être différent, ce lien. Il sera peut-être pas le même, mais les filles et le petit garçon, ils ont compris que c'était, j'allais dire, plus le même papa. Oui, ils vont pas le retrouver comme quand il était dans la force de sa jeunesse, etc. Mais ils ont appris à composer. Et après, moi, j'espère pour eux qu'ils vont continuer à cheminer dans... C'est mon papa, il est comme ça. Et elles ont grandi, il a grandi. Le lien, il est là, quel qu'il soit. Je suis adapté, j'ai fait preuve d'intelligence et de toute façon, j'avais pas trop le choix. Toi aussi, s'il le fait pas, je passais à côté de mon papa, donc on l'a fait et j'ai vu mon papa, j'ai gardé ce lien avec mon papa et le lien, il est vraiment maintenu déjà par la famille, mais après il dépend surtout aussi de l'administration carcérale. Je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans et moi c'est mon papa qui était incarcéré quand j'avais l'âge de 8 ans. Il est passé aux assises, donc il a eu un passage obligatoire sur Paris, à Fresnes. Et donc après, il est du sud, donc après vous voulez redescendre près de sa famille, déjà de l'endroit où il a vécu toute sa vie. Donc le seul moyen, c'est le rapprochement familial. Donc on avait, entre guillemets, cette technique avec ma mère et ma sœur, on déménageait. Et une fois qu'on arrivait dans une ville où il y avait une prison qui pouvait l'accueillir ou à côté, il faisait la demande de rapprochement familial. On faisait ça étape par étape. Bon, après, il y a d'autres choses aussi qui ont fait qu'on a beaucoup déménagé, mais je veux dire, c'était principalement ça, en fait, le moteur de balade en France, on va dire. Ma mère, une très grande femme, même, elle a toujours été là, avec ses souffrances, avec ses difficultés. Elle aurait pu nous empêcher de voir notre père, qu'elle a jamais fait, elle a toujours amené. Je me rappelle à la prison de Poissy,
8h du matin, il neigeait, ma mère était là, à la queue, devant l'arrêt de bus pour présenter à la Guitoune. Alors que nous, on était avec ma sœur au chaud, au McDo d'à côté. Et voilà, enfin, c'était ça, un week-end sur 2. Quand il fallait prendre les billets de train aussi pour monter sur Paris, elle a payé les billets de train, enfin. Même si elle avait peut-être aussi des souffrances, des choses à reprocher, elle a joué son rôle de mère à 100%. Et je m'estime très chanceux parce que je me doute qu'il y a peut-être des personnes qui, beaucoup plus facilement, auraient tourné la page, même avec les petits, qui auraient recommencé sa vie de son côté. Voilà, la DAS, facile aussi, donc, tout ça a rythmé ma vie parce qu'au final, c'est devenu une habitude. Prendre le train, par exemple. Aujourd'hui, dès que je prends le train, je pense à ça. Je m'appelle Géraldine, j'ai 41 ans. Mon papa a été incarcéré quand j'avais 11 ans. Il avait écopé d'une peine de prison de 20 ans pour avoir commandité un assassinat. J'ai une petite anecdote qui me revient. J'avais compris donc que mon père avait pas les moyens de subvenir à ses propres besoins. Donc c'était la famille qui avait organisé la solidarité. Dans les premières lettres que je lui avais envoyées, j'avais glissé un billet de 50 francs, disant comme ça tu pourras, je sais plus, c'était pour la cantine. Et en fait, il m'avait expliqué au parloir suivant, parce que j'avais demandé, mais t'as reçu ? Faut pas faire des choses comme ça, parce que tu sais, en fait, le courrier il est lu avant d'être apporté, et donc, t'es pas sûr que je puisse vraiment recevoir, et puis on peut pas envoyer de l'argent comme ça. Donc je pense aussi que ça évidemment ça joue. Évidemment que ça joue, puisqu'on n'a pas envie de coucher sa vie comme ça et de se dire mais il y a des inconnus en fait qui vont lire tout ça. C'est une séparation qui n'est pas choisie. D'autre part, elle est spécifique parce que les modalités d'échange sont très spécifiques, c'est-à-dire qu'elles sont régies par les règles de l'administration pénitentiaire et elles sont contrôlées ou en tout cas toujours susceptibles de l'être. Je suis Caroline Toureau, sociologue, chargée d'études à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Pour les courriers, par exemple, c'est aussi différent parce qu'il y a des délais très longs d'échange des courriers, puisque le courrier, quand il est envoyé, ensuite il va être lu par l'administration pénitentiaire, qui fait que les lettres se croisent et que ça crée un ensemble de malentendus, d'inquiétudes, d'incompréhensions. Quand par exemple il y a des enfants qui peuvent envoyer des dessins pour des anniversaires ou des choses qui sont échangées, on ne sait pas quand est-ce que le courrier va arriver dans un sens et dans l'autre. Donc le fait qu'on ne puisse pas échanger librement avec son père incarcéré rend forcément pour l'enfant la situation de séparation très spécifique. Je suis Gérard Benoît, président de l'UFRAMA. Ce dont disposent les familles, c'est le courrier. Mais là, on a peu de données, bien entendu, sur les correspondances. C'est également le téléphone. Les cellules sont maintenant équipées pour la plupart de téléphones. Auparavant, les téléphones étaient dans les couloirs et sur les cours de promenade. Et le rythme de vie carcéral fait que, en général, à 17h ou 18h, les cellules étaient fermées et que les personnes ne pouvaient pas joindre, en particulier leurs enfants d'âge scolaire, ou qui sont au lycée, par exemple, le téléphone, qui là fonctionne de plus en plus, même s'il est relativement cher pour les personnes détenues, et seule la personne détenue peut prendre l'initiative d'appeler sa famille. La famille ne peut pas appeler elle-même, elle peut laisser un message sur le répondeur téléphonique. Il nous appelait, mais c'était pas tous les jours la même heure. S'il nous appelait pas, c'est un peu galère pour nous. C'est lui, il nous appelle, et quand maman n'était pas là, j'étais chez mémé, et on n'avait pas son numéro. C'était que maman m'appelait. Je m'appelle Mila, j'ai 5 ans. Je suis la sœur de Rania. Des fois, on l'a à la cabine, il nous dit bonne nuit. Et vers midi, il nous dit bon appétit. Le matin, quand il boit son café, nous, on boit notre déjeuner, il nous parle. Des fois, le soir, quand c'est le dimanche, comme on reste un peu plus, on regarde la télé, il nous dit des chaînes de mettre parce qu'il y a des films genre des Disney. Et il nous fait des gros bisous, il dit à chaque fois.
Moi aussi, je fais des gros bisous. Et je le dirai, c'est quand je viens à mon parloir. J'allais le voir toutes les 2-3 semaines. Je le voyais avec mes frères et sœurs et ma mère ou ma grand-mère. Et quand mes 2 parents, ils étaient incarcérés, ma mère, on n'avait pas le parloir pour elle. Du coup, mon père, j'allais le voir au parloir, mais pas tout le temps. Des fois, c'était mes frères. Et ma mère, je la voyais au relais le mercredi matin. Et mes frères, c'était soit l'après-midi ou soit un autre mercredi. Sans le relais, j'aurais pas pu la voir. Et on l'a pas vu pendant beaucoup de temps. Déjà, la fin de l'été, on l'avait pas vu. Septembre, on l'avait pas vu. Je crois qu'on l'a vu en décembre. 4 mois, on l'avait pas vu. Je suis Florence Dubord-Père, directrice du relais enfants-parents, psychologue de formation. Quand un enfant ne pouvait pas voir son parent du fait d'une séparation du père et de la mère, du fait d'un placement de l'enfant ou d'un accueil plutôt par l'aide sociale à l'enfance, quand le juge d'instruction aussi refuse le permis de visite à la compagne ou à la famille, le relais peut accompagner l'enfant en dehors de la présence de la famille. Comment ça se passe ? On essaye de faire connaissance avec l'enfant bien évidemment avant, quand il est plus petit. On donne rendez-vous à l'accueil des familles ici pour faire le chemin ensuite ensemble. On aura le passage des portes principales, le détecteur de métaux, donc il faut pas sonner quand on passe. Ensuite, on a tout le tour d'une grande cour à faire. On passe par les parloirs famille. On est accueilli, je dis accueilli par les surveillants parce qu'on a un personnel qui nous connaît bien et qui est attentif aux enfants, et qui nous amène jusqu'à la salle de visite où là, pour le coup, c'est coloré. Il y a des jeux de société, des jouets, des poupées. Les parents peuvent goûter avec leurs enfants ou les enfants peuvent goûter avec leurs parents. On est aussi équipé de toilettes, d'un petit lavabo et on prend des photos à l'occasion des anniversaires, des fêtes. Et j'avoue que ces photos, pour les familles qu'on accompagne sur de longues années, c'est très important. C'est quelque chose que l'enfant va emporter avec lui à l'extérieur. Samedi, on va... C'est maman. C'est maman. Attends, mais Romy, tu cries. Et samedi, on va aller au parc. Je préfère le relais parce qu'on reste plus de temps avec nos parents. Tu peux parler avec eux, tu peux expliquer qu'est-ce qu'il y a dehors. Et au parloir, t'as pas beaucoup de temps. Quand tu veux lui raconter des choses, tu n'as pas le temps parce qu'il doit partir. Quand c'est 30 minutes, tu les vois pas passer. Il passe trop vite. Et le parloir, on reste un peu de temps, il y a du monde. Et j'aime pas quand il y a du monde. Je préfère être seule avec mes parents, avec des accompagnatrices, que rester 30 minutes avec mes parents sans accompagnatrice et qu'il y a du monde à côté. Et aussi on s'amuse avec notre papa ou avec notre maman. On peut jouer à des jeux ensemble, en même temps on parle. Et je préférais le relais. Mais là c'est vrai que je préfère le parloir, comme ça maman aussi elle peut le voir. Parce que le relais c'est que les enfants et les adultes ils n'ont pas le droit. Donc je veux aussi que maman elle voit papa. Quand elles ont grandi, elles avaient, donc la grande elle était majeure, donc elle avait la possibilité d'amener sa sœur en détention. Sauf que des fois elle nous disait vous nous laissez y aller, c'est nous on y va ce week-end. Mais en fait on se préparait avec mon frère parce qu'on savait que au dernier moment elles n'assisteraient pas au parloir. Et on a passé beaucoup de temps avec mon frère, mon grand frère, à expliquer à mon petit frère qu'elles avaient, un quotidien, que c'était pas forcément leur place, qu'il y avait aussi un contexte extérieur qui faisait que peut-être que, après on sait pas tout, peut-être aussi que les mamans elles ont pas favorisé ça forcément. Je sais que le petit à un moment il a été avec sa maman, après là elle y a plus été, après nous on a pris le relais, après elle a plus souhaité parce que c'est moi qui ai le permis de visite de mon neveu. Après, elle a plus souhaité qu'il y aille. Donc nous, on était en fonction de... On n'a jamais été en guerre. On n'a pas voulu de... Jusque-là, ça fait vraiment longtemps que mon petit-neveu n'a pas vu mon frère. Écoutez, il le verra quand... s'il doit aller le revoir. Si un jour il me dit « Je voudrais voir mon père à quoi il ressemble », je retourne. Voilà. Mais il n'y a pas de régularité. La seule régularité, c'est moi et mon grand frère. Good. On a la nurserie aussi.
On a des mères qui rentrent en détention. Si le bébé est tout neuf et qu'il y a des places, bien sûr, on va se battre pour que ce bébé retrouve sa maman et que ce soit elle qui puisse s'en occuper, quoi. Et pour les bébés, c'est bien qu'ils puissent être avec leur mère. Vraiment, alors, on n'est pas toujours tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'un bébé de 2 mois, il doit vivre en pouponnière ou avec sa mère alors qu'il y a les conditions qui sont proposées en détention? Avec sa mère en pouponnière et puis en espérant qu'elle sorte avant les 18 mois. En général, on peut aussi, si elle est déjà condamnée, on peut savoir pour quel délai le bébé sera là avec elle. J'allais dire, moi, des fois, on me dit c'est quoi qui est mieux? Je dis, on fait le moins pire. Parce que c'est pas mieux, c'est pas bien, c'est pas parfait. Maintenant, si quand elle rentre en détention, le bébé a 10 mois, tout se réfléchit. Parce que c'est des portes de cellules fermées de 17-18 heures jusqu'à 9 heures le matin. Ça se réouvre, ça ouvre à midi. On rejoint la cellule entre midi et 2. Et de 14 à 15, on est dehors. Et hop, ça referme. Donc 10 mois, 12 mois, les premières marches, etc. C'est compliqué. Non metti le mani in bocca. Non devi mettere le dita. Je m'appelle Philippe Dufour et je suis capitaine pénitentiaire depuis 4 ans. Je suis rentré à l'administration en 90. J'ai exercé comme surveillant pendant 10 ans et comme gradé pendant 16 ans. Je suis responsable du quartier femmes et mineures, mineureux, que des jeunes filles. Ici, la nurserie, elle est située juste en face de la partie administrative et elle se compose de 6 cellules, des grandes cellules qui font plus de 2 fois et demi une cellule ordinaire. Aux horaires de bureau, on va dire pour faire simple, les portes de cellules restent ouvertes. Le fait d'avoir fait ce choix de gérer le quartier en porte ouverte, c'est pas un cadeau fait aux mamans, ça a été pensé pour les enfants, pour les bébés, pour leur donner le plus de perspectives possible, visuelles en tout cas. Il y a un espace de vie, une salle d'éveil, un espace partagé qui est assez sympa, spacieuse, équipée, il y a des petits jouets et il y a également une cour de promenade donc sur le quartier nurserie qui ici a été bien pensé. Le quartier en général c'est complètement sanctuarisé, isolé du reste de la détention, il n'y a absolument aucun vis-à-vis. Voilà, le cadre matériel, physique de la nurserie, c'est ça. À ma connaissance, il y en a très peu en France. 5-6, vraiment quartier nurserie, sanctuarisé, repéré comme tel. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements où ils pallient à ce manque en dédiant 1 ou 2 cellules en bout de coursive et ils disent oui, c'est la nurserie là-bas. Donc des quartiers nurseries comme ça ont vocation à accueillir des femmes enceintes prioritairement qui intègrent la nurserie fin de 7e, courant du 8e mois on va dire. Quand tout va bien, quand ce sont des grossesses dites normales, sans risque particulier, sans problématique particulière. Bon, faut qu'il y ait la place. Jusqu'à présent, il y en a toujours eu, mais voilà. Et elles y restent jusqu'à l'accouchement et elles peuvent conserver leur bébé avec elles jusqu'à ses 18 mois. Avec des prolongations possibles, exceptionnelles. Voilà, si les circonstances familiales font que, ou le lien mère-enfant fait que, voilà, il y a des nécessités repérées qu'elles le gardent plus longtemps. J'ai déjà vu également des mamans qui ont pu récupérer leur bébé né à l'extérieur. Je me rappelle d'une notamment, mais c'était vraiment une exception. Je crois que le bébé a intégré la nurserie, il avait déjà 9 mois. Mais en fait, c'est parce qu'elle avait un lien avec son bébé qui était extrêmement fusionnel et le bébé, depuis le départ de la maman, déclinait, l'état de santé du bébé déclinait. Il y a eu des rapports médicaux, sociaux. Alors, mais qu'est-ce que tu fais, On a des gamins très éveillés, qui sont pas mal sollicités, qui sont... Après, bien évidemment qu'il y a un truc qui va pas, si le gamin sort pas. Il y a la possibilité aujourd'hui que les bébés aillent en crèche, etc. Mais ça reste du ponctuel. Moi, j'avais accompagné, à l'époque, c'était une mère d'Amérique du Sud. Son bébé allait à la crèche. Et puis, elle était libérable, elle devait prendre l'avion. Il fallait prendre une photo d'identité du bébé pour faire un passeport, etc. On était venu avec sa référente de la crèche. On avait mis ce petit dans la voiture, il avait l'habitude de faire le trajet. Et en fait, donc il approchait des 18 mois et normalement, on tournait à droite pour aller à la crèche. Quand il a vu qu'on tournait pas à droite, qu'on allait tout droit, il a paniqué parce que il savait pas où il allait et c'était pas naturel. Alors quand la famille prend le bébé en permission,
le sort le week-end. Voilà, c'est un bébé qui voit les arbres, qui voit les sorties, qui baigne dans une vie normale. Mais un bébé qui n'aurait pas de possibilité de sortie en famille, qui n'irait qu'à la crèche, il manque quelque chose. Pour ça, il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça dure, mais en général, on a quand même des sorties avant les 18 mois, ou même avant les 12 mois. Donc j'allais dire, du coup, ça n'a pas le même impact. Mais ça, on a forcément dans la tête de la mère aussi, pour l'avenir, forcément. Et d'où là, encore une fois, ce qui peut être libérateur, c'est les mots. C'est que ces mères parlent à leurs enfants en leur expliquant, même tout petit, qu'est-ce qui se passe, oui, la porte est fermée, parce qu'on a des enfants, quand ils commencent à marcher, qui vont taper à la porte. Donc arriver à en parler. C'est un monde à part, avec des codes à part, avec... Oui, c'est pas naturel. Artificialité. L'enfant n'a pas le statut de détenu, mais il est quand même soumis à des conditions et au rythme et aux contraintes de la vie carcérale très largement. Donc ça crée des expériences qui sont sûrement spécifiques. Alors ça dépend aussi sûrement beaucoup de la durée avec laquelle l'enfant reste avec sa maman et puis des conditions de sortie de cet enfant. Les situations finalement de séparation sont assez rares, mais néanmoins il y a tout un accompagnement spécifique qui mériterait d'être repensé pour ces enfants auprès de leur maman en détention. Moi, j'ai encore jamais vu, depuis que je suis ici, de bébé partir à 18 mois alors que la maman restait incarcérée. Je l'ai vu il y a très longtemps, quand j'étais surveillant, mais pas depuis que je suis officier ici. Mais quand ça arrive, ça se fait de façon très progressive. Et par la suite, le bébé peut continuer à venir en prison depuis l'extérieur, notamment par le relais enfant-parent ou par le parloir classique. Vous venez d'écouter Enfants de Tôlard, un podcast d'Audrey Savournin réalisé avec Pierre Chaffanjon pour La Provence.